au niveau de l'approche qu'il y a vis-à-vis des personnes handicapées, ça va être soit la pitié, soit l'admiration. Quand t'es pas sportif de haut niveau ou que tu fais pas des trucs de ouf, bah forcément on va te relayer dans la case pitié. Par exemple, le fait de penser que les personnes handies sont foncièrement teubées. Il suffit juste de voir comment est-ce que les gens te parlent quand t'es handi. On va te parler comme ça. On me l'a beaucoup fait. Et donc du coup oui, je suis donc handi-queer, trans non-binaire et après demi-aro, ACE et pan. Ça fait beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Rago, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est avec Yora Noémie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va, tu te sens bien? Ouais, ça va. Ok. Alors du coup, il faut savoir que Yora Noémie reviendra dans un deuxième épisode. On parlera un peu plus de son enfance, qui sera un peu un épisode un peu plus sensible. Et on parlera d'agression sexuelle. On parlera aussi de... Bon, je vais pas vous spoil, enfin vous saurez plus tard, il y aura un peu plus, ce sera un peu plus sensible, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, on va parler de toi, de tes différents handicaps. On va parler donc, tu es queer aussi, si je ne dis pas bêtise. Donc il y a de l'autisme, du SAMA. Je sais pas si on le dit comme ça, hein, désolée. N'hésite pas à me corriger, parce que du coup, je m'y connais pas trop en handicap. Et de l'EM. Une encéphalomyélite myalgique, autrement appelée EM. Ok. Justement, après, on expliquera ce que c'est. Toi, donc déjà, on va commencer par ordre chronologique. Qu'est-ce qui a été détecté en premier? L'encéphalomyélite myalgique. C'est ce qui a été détecté en premier. C'est pas les premiers symptômes, mais c'est ce qui a été détecté en premier. T'avais quel âge? À 18 ans. Parce qu'en fait, je l'ai eu après une hépatite A en 2012, donc j'avais plutôt 9 ans, un truc à peu près comme ça. Mais pendant plusieurs années, c'était plutôt assez en silencieux, puisque c'était juste, entre gros guillemets, un syndrome post-infectieux pas trop invalidant. Et en fait, ça a commencé à être vraiment invalidant après une infection pulmonaire et encore pire après une mononucléose infectieuse. Et donc, cette mononucléose infectieuse, c'était en 2020. Et donc, entre 2020 et le moment où j'ai vraiment commencé mon parcours de soins pour avoir le diagnostic, donc 2021, j'ai eu entre-temps 18 ans. Voilà. Et donc, toi, comment ça t'impacte, toi, du coup, l'EM? En fait, c'est assez impactant dans le sens où, alors déjà, juste une précision, mon degré de M, c'est pas tout le monde qui a le même degré parce que, en gros, il y a 4 ou 5 états possibles: léger, modéré à sévère, sévère ou très sévère. Moi, je suis en modéré à sévère et donc du coup, c'est certes plus invalidant que quelqu'un qui est en état léger, mais beaucoup moins validant que quelqu'un qui est en état sévère ou encore pire, très sévère. Et donc du coup, en ce qui me concerne, j'ai facilement des malaises post-effort. Donc c'est-à-dire que, j'ai une exacerbation de quasi tous mes symptômes après les efforts. Et ça peut être des efforts divers et variés. Ça peut être juste, par exemple, certains jours, je vais aller à la boulangerie, direct après, je vais avoir un malaise avant d'arriver jusqu'à chez moi ou arriver chez moi. Je vais être obligée de me reposer, etc. Et sinon, il y a tous les symptômes plus de fond, en plus du malaise post-effort en soi, qui sont plus ou moins relous au quotidien et où il faut trouver des manières de s'adapter et de compenser un peu pour pouvoir continuer à faire des choses au quotidien. Voilà. C'est quoi les symptômes, du coup? Alors j'en ai plusieurs. J'en ai d'ordre plutôt digestif, où je donne pas plus de détails, mais voilà, c'est chiant. Sinon j'en ai plutôt d'ordre musculaire, donc ce qui fait en partie raison pourquoi je suis en fauteuil. Il y a aussi le fait que j'ai un trouble hyperlaxe où je me fais souvent des entorses et des fractures et donc du coup, il vaut mieux être en fauteuil au bout d'un moment. Mais c'est aussi, à cause des douleurs musculaires et de la faiblesse musculaire. Il y a aussi l'intolérance orthostatique qui participe au fait d'être en fauteuil aussi. Et c'est quoi ça? C'est le fait d'avoir, du mal à être debout. En fait, en gros, en expliquant, mais j'ai peut-être un peu mal expliqué, ton oreille interne envoie des signaux complètement erronés que cette position, elle est pas bonne du tout et ton oreille interne fait en mode, «Cette position est dangereuse», alors que non, c'est juste: «Je suis debout frère, ça va». Et donc du coup, tu peux avoir des malaises et moi j'en avais jusqu'à des pertes de connaissance. Ah oui, ok, c'était violent.
Voilà et donc grosso modo, avant d'être en fauteuil, donc pour donner le portrait de ma L1, ma toute première L1, c'est j'allais en cours, je m'évanouissais, je devais aller aux urgences, on me mettait en arrêt 2 jours parce que les médecins me faisaient: «Off, vous êtes un peu fatigué, mais bon, ça va aller» et puis après, 2 jours après, je retournais en cours, puis je m'évanouissais. Chiant. C'est impossible de suivre une J'ai passé tout mon semestre 1 comme ça. mais du coup, ils t'ont enfin à l'hôpital, ils te disaient pas enfin ils savaient pour ton handicap? Bah non, pas encore. C'était pas encore diagnostiqué. C'est pour OK, ça oui. que c'était aussi, beaucoup, un peu, balle de ping-pong entre, aux urgences et les cours et du coup, j'ai eu le diagnostic plus tard parce qu'en fait, c'est pas aux urgences que je l'ai eu parce qu'aux urgences, à chaque fois, ils étaient juste un peu en mode, «C'est bizarre, vous revenez beaucoup», mais ça s'arrêtait à «C'est bizarre, vous revenez beaucoup» et en plus, à chaque fois, c'était toujours la même prise de sang, qui est la prise de sang un peu, basique où certes il y avait, quelques anémies, mais bon, ça donne pas ça du tout Oui. et en fait, c'est plus tard où, je suis tombée par hasard sur un documentaire sur le sujet et donc après je suis allée dans un groupe Facebook où j'ai retrouvé des gens qui avaient exactement les mêmes symptômes et j'ai fait: «Ah tiens, on tient peut-être quelque chose» et après j'ai vu, 2 médecins en médecine interne et une première neuro avant d'avoir mon neuro à l'heure actuelle. Et c'est ensuite après avec, les différents autres prises de sang et TAP IRM que là, du coup, bah, il y a eu le diagnostic de posé, du coup. Mais du coup, enfin, ils t'ont fait une carte de fidélité ou pas à l'hôpital? Parce que force de revenir, Non, on te fait non. pas de carte de fidélité. Même pas une petite carte de fidélité pour, avoir, tu sais, on te donne une collation là souvent, même pas pour ça. Qu'est-ce qui a été diagnostiqué, après ça? Bah, après, l'EM, il y a eu assez rapidement le SAMA. En fait, c'est souvent ensemble, l'EM et le SAMA. Bon, c'est pas systématique, mais c'est souvent ensemble. Tu peux juste, dire ce que c'est le SAMA? Enfin, Oui, pardon. re-expliquer, Le SAMA, c'est le syndrome d'activation mastocytaire. En gros, ça te fait un peu comme si tu avais des allergies tous les 4 matins, tournantes. Voilà. c'est-à-dire? En gros, tu peux avoir des réactions allergiques pendant, par exemple, on va dire 4 mois avec un certain aliment et puis, au bout de 4 mois, bah, ça va mieux et c'est un autre qui va prendre le relais Ah oui, OK. OK, donc en fait, tu es et en jamais sûr fait, de quoi tu es allergique? c'est ça. En fait, c'est assez chaud, c'est par période et puis il y a des moments où tu vas avoir, du coup, plusieurs trucs en même temps. Ça peut être très compliqué. Bah, pour le SAMA aussi, il y a des degrés et tu as certaines personnes avec, le SAMA qui se retrouvent obligées de manger, des trucs très, très, très restrictifs, en fait, parce qu'à force, ton corps réagit à beaucoup trop de choses et donc c'est au niveau alimentaire, c'est aussi au niveau chimique. Donc même tout ce qui est cosmétique aussi ou quoi, ça peut faire la même chose. Où, tu adores un cosmétique, tu te dis: «Ah super et tout, il marche bien, je l'adore» et en fait, au bout d'un moment, tu te réveilles, tu as des grosses plaques. J'imagine que Ça ça te t'est arrivé. gratte, ça gonfle et tu es en mode: «Je vais changer». Est-ce que ça se soigne? Est-ce qu'il y a des traitements pour éviter ça? Alors pour le SAMA, c'est assez, basique. Ce qu'il y a, c'est les antihistaminiques. Mais après, les antihistaminiques, c'est pour réduire la réaction allergique, mais ça ne l'enlève pas complètement. Dans les cas où ça perdure vraiment plus et que c'est une allergie plus, ancrée, tu peux avoir de la désensibilisation, mais quand c'est des trucs qui sont très tournants, bah, ça sert à rien de faire une désensibilisation puisque ça va se faire de soi-même et donc ouais, pour le SAMA, en gros, c'est la seule chose qu'il y a. À la fois, c'est bien qu'il y ait quelque chose, mais bon, ça reste quand même que ça reste invalidant. Oui, parce que du coup, si tous les matins tu travailles avec une allergie, tu pas forcément, enfin surtout en plus, les allergies, on sait tous que c'est très embêtant. Est-ce que tu as des stades, d'allergie où c'est juste un rhume ou est-ce que tu as d'autres stades, d'allergie? Bah, déjà, ça va pas être toujours les mêmes réactions, dans le sens où certaines réactions, ça va être un peu comme si j'avais un rhume, où je vais me mettre à éternuer et tout et j'ai le nez qui coule tout le temps et tout et il y a aussi les réactions plutôt, cutanées, où ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, des rougeurs, où ça gonfle et cetera et puis il y a d'autres réactions, plutôt digestives ou voilà. Oui, c'est pas les grosses réactions où tu peux mourir en 3 secondes si tu pas la piqûre? Non, OK. non. Ouais, ça reste quand même invalidant Oui, de c'est invalidant mais heureusement, c'est pas ça. Ça, c'est heu, plutôt quand c'est des allergies vraiment bien caractérisées que tu peux avoir ça et là, d'ailleurs, c'est dans ces cas-là qu'on peut te proposer un traitement de désensibilisation, pour OK. ce genre d'allergie-là. Oui, parce que du coup, c'est plus ciblé. OK. Oui. Du coup, tu as aussi, un trouble du spectre autistique.
qui a été diagnostiquée à tes 21 ans, c'est ça? C'est ça. Donc Pourquoi aussi c'est tard? assez récent. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que les personnes, AFB, donc assignées femmes à la naissance, ont un masking pardon, sociétal, plus élevé, Heu, souvent. alors est-ce que tu peux redire d'une manière un peu plus simple peut-être? Ah oui, désolée. Alors, pour définir les termes que je viens d'utiliser, alors le masking, c'est le fait, d'arriver à cacher certains inconforts ou symptômes de l'autisme en société et donc les personnes, assignées femmes à la naissance, autrement dit la plupart, des femmes, et certaines, personnes non femmes mais qui sont assignées femmes à la naissance, cachent beaucoup plus, leur, autisme et ça va pas être, ouais, ça va pas être aussi stéréotypé que, par exemple, ce que tu as dans les médias comme représentation de l'autisme. Bon, tu as de plus en plus de représentations, autres que la représentation très stéréotypée, mais la représentation majeure, c'est, ouais, la personne, autiste qui ne parle pas, qui a des intérêts spécifiques très, 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 très flagrants et tout ça, alors que tu peux avoir des intérêts spécifiques qui passent plus discretos. Genre par exemple, mes intérêts spécifiques, ça a été pendant un temps l'école et donc du coup, c'est valorisé socialement. C'est pas on va dire c'est un intérêt spécifique, alors que c'est un intérêt spécifique quand même! Du coup, tu appréciais aller à l'école, mais les gens étaient juste en mode, «Ah bah, c'est bien, c'est un bon élève». C'est ça. Alors que c'est plus complexe que ça, là je l'ai plus cet intérêt spécifique et Du je coup, suis là, l'école, redescendue, de plusieurs étages parce que du coup, bah, c'est compliqué. Alors que c'est pas une question de, j'étais bonne élève, c'est juste, bon, il y avait autre chose aussi qui expliquait pourquoi cet intérêt spécifique-là. Il y avait mon environnement, mais il y avait l'intérêt spécifique qu'une fois qu'il est plus là, bah, il est plus là. et ça fait quoi donc d'être, enfin, est-ce que toi tu le savais déjà? Enfin, est-ce que tu le sentais que t'étais, bah, qu'il y avait quelque chose? Ben, oui et non, dans le sens où, je sentais que j'étais bizarre. De toute façon, on m'a toujours dit que j'étais, bizarre, un peu asociale et cetera et surtout, il y avait, certaines de mes réactions qui étaient un peu, ouais, un peu à la marge parce que je suis hyper sensible au bruit depuis toujours. La sensibilité à la lumière, elle s'est accrue, à la suite de l'EM, mais le bruit, c'est depuis toujours et même déjà quand j'étais, petit, bah, ça m'arrivait de faire des crises au magasin, non pas parce que je voulais quelque chose, mais parce que je supportais plus le bruit, les odeurs et la lumière. Tout ce qui concrétise un magasin, du coup? Donc pas de séance shopping? C'est ça, il faut surtout pas me proposer ça. Mais du coup, ouais, quand on est autiste, on peut souvent avoir des hypersensibilités comme ça aux stimuli sensoriels et du coup, je les avais et en plus, quand j'étais petit, je me balançais beaucoup. Sur une chaise, par exemple? Oui et donc du coup, ben, j'ai été taxée plusieurs fois de, «Tu fou». Bon, au féminin parce que du coup, assigné femme. Donc «Tu folle» et donc du coup, j'ai intériorisé qu'il ne fallait surtout pas le faire parce que c'était pas accepté. Mais donc ouais, je voyais que j'étais bizarre, un peu à la marge, mais je pensais pas du tout à l'autisme parce que mon petit frère est autiste et lui, c'est un autisme plus sévère et plus marqué et on se ressemble pas du tout, en fait. Donc voilà. Alors c'est peut-être une question bête que je vais poser, mais du coup, ton frère l'est aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se transmettre de famille ou c'est juste, Alors oui pas de et bol? non, dans le sens où, alors je dirais pas de bol parce que je sais que c'est beaucoup vu comme ça, que ce soit l'autisme ou n'importe quel handicap où c'est vu, de pas de bol et cetera, mais je trouve que in fine, ça amène à une vision eugéniste de penser que si tu as un handicap, tu pas eu de chance. Alors que le handicap, ben, oui, ça apporte des difficultés au quotidien, surtout dans une société qui est pas accessible et où il y a du validisme, on en parlera plus tard. Mais c'est pas un pas de chance d'être handicapé, même s'il y a des jours où tu vas le dire quand même que c'est pas de chance. Mais mais du coup, oui, dans une même famille, tu peux avoir, c'est très fréquent que dans une même fratrie, il y ait pas un enfant autiste, mais il y en ait plusieurs et c'est très fréquent que dans une famille où, tu as une fratrie qui est autiste, en vrai, quand tu creuses, il y en a plusieurs autres OK. qui sont autistes. Que ce soit, des cousins-cousines, que ce soit des tantes, que ce soit, même niveau des parents ou les grands-parents et cetera et donc oui, très certainement que, si demain j'aurais envie d'avoir des enfants, ce que je ne veux pas, bah, il y en aurait, au moins un autiste, très probablement, oui. OK, bah, du coup, je savais pas que c'était, enfin, je pensais que c'était un truc qui spawnait, enfin qui apparaissait comme ça, de temps en temps. Bah, ça apparaît comme ça aussi, mais souvent il y a quand même un terreau.
où tu as déjà plusieurs personnes qui le sont. Voilà, parce que c'est quand même, alors je ne pense pas que le terreau génétique a été à proprement prouvé, puisque je ne crois pas qu'il y a de gènes de l'autisme, mais par contre c'est un terreau héréditaire. Donc Oui, donc ça voilà. peut se transmettre. Du coup, il y a aussi, tu as fait un burn-out autistique. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors le burn-out autistique, il n'est pas reconnu, de manière unanime, dans le corps médical, puisque c'est pas, un trouble en soi, mais c'est juste un tableau clinique et donc du coup, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la définition du burn-out autistique, étant donné que c'est pas dans le DSM, quoi. Mais en gros, c'est, un effondrement, c'est quand tu as masqué pendant trop d'années, tes bah, tes Symptômes? ouais, symptômes, je cherche un peu un autre mot, mais j'en ai pas. Du coup, je vais dire symptômes. Et réalité? Ouais, un peu ça et qu'au bout d'un moment, bah, ton corps, ton système, il craque parce que juste il en peut plus et donc du coup, c'est un peu comme si, le masque social, il tombe d'un coup et du coup, bah, ça fait un peu comme le burn-out en fait, tu en surcharge et juste ton corps se débranche et tu es complètement épuisé et tout et voilà. Ouais, donc en fait, c'est vraiment enfin, c'est vraiment, burn-out comme au travail ou quoi, mais c'est parce que tu te caches, en fait. C'est ça, oui. Bah, en fait, c'est vraiment ouais, on peut vraiment le rapprocher au burn-out qu'on connaît plus, mais là, du coup, c'est plutôt lié au fait que, tu as porté un masque social pendant des années. Et toi, du coup, ça s'est comment ça s'est amélioré? Ben, du coup, il y a certaines choses que je ne fais plus au niveau du masking. Il y a certaines choses que je ne fais plus parce que juste, au bout d'un moment, je me dis, bah, j'ai compris que ça m'a fatiguée pendant des années et je me dis: «Bah, ça sert à rien, en fait et tant pis s'il y a des gens qui me jugent». Et il y a des choses que je ne fais plus juste parce que j'y arrive plus. Parce qu'aussi, au niveau du burn-out autistique, il y a des choses qu'après un burn-out, c'est beaucoup plus compliqué de refaire comme masking. Mais donc déjà, il y a eu beaucoup de repos depuis le moment où, j'ai eu le début de burn-out autistique et puis, ouais, il y a ce masking que je fais moins sur pas mal de choses, oui. Bah, pour revenir avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que enfin, du coup, ça m'a fait un peu ouvrir les yeux sur le fait que c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est pas de chance, d'être un handicapé. Surtout quand les parents apprennent, par exemple, que leur enfant est handicapé, bah, il y a plein de gens qui leur disent, «Bah, mince, les pauvres». Mmh. Mais c'est vrai que dans la société, où c'est vu comme quelque chose de négatif et est-ce que enfin, tu dois le ressentir plus, du coup, toi, mais c'est fou que tu sois obligé de le cacher alors que, bah, pourquoi tu devrais le cacher? Alors il y a 2 choses, je pense, le fait de cacher et il y a le fait de se ce que les gens, ils vont te dire que: «Ah, c'est pas de chance» et cetera. Le fait de, «Ah, c'est pas de chance» et cetera, par exemple, tu vas beaucoup le voir dans le fait que, au niveau de l'approche qu'il y a vis-à-vis des personnes handicapées, ça va être les a 2 approches massives, ça va être soit la pitié, soit l'admiration. De l'admiration? Ouais, par exemple, les sportifs, des Mmh. Jeux paralympiques n'étaient pas vus comme les autres sportifs, comme des sportifs à part entière qui juste se dépassent, mais étaient vus comme, des «Oh, personne admirable qui a dépassé son handicap». Non, là on parle pas de dépasser son handicap, on parle de dépasser, ses compétences sportives et du dépassement de soi au même titre qu'une personne valide. Et pour une personne valide, on va juste se dire: «Waouh, c'est du travail acharné» et cetera. Alors pour une personne handicapée, on va se dire que, waouh, c'est admirable, genre, vraiment, tu vois? Oui, il a fait en plus parce qu'il avait son handicap. C'est ça et en fait, ouais, c'est 2 trucs qu'on trouve vachement sociétalement et en fait, quand, tu pas sportif de haut niveau ou que tu fais pas des trucs de ouf, bah, forcément, on va te relayer dans la case pitié et donc c'est pas rare que, tu même des gens complètement lambda, que je ne connais pas, qui, m'abordent en mode, «Oh, ma pauvre». Alors déjà, en plus, on me met genre, parce que c'est mon pauvre, à la limite, parce que du coup, je suis trans non binaire. Mais du coup, ouais, c'est assez fréquent, que, il y a des gens qui me plaignent alors que je suis en mode: «Mais j'ai pas Bonjour. besoin d'être plaint, en fait». Parce que oui, certes, il y a le handicap, mais j'ai beaucoup de chance par rapport à d'autres sur d'autres plans, en fait. Par exemple, bah, j'ai un chez moi, j'ai un logement, j'ai des études et cetera et ce que tout le monde n'a pas comme chance, en fait. Donc arrêtez de faire ma pauvre» à chaque fois, en fait. Ma vie n'est pas triste parce que je suis handi. J'ai eu une fois, une médecin qui m'a sorti, une grosse dinguerie où elle m'a sorti, «Ouais, les personnes en fauteuil roulant ont forcément des idées suicidaires». Non, 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 Heu,
Non, juste pas. Il y a aucune étude qui, prouve la corrélation entre les 2 et c'est justement parce que c'est une vision erronée, en fait, du handicap où forcément, si tu es handicapé, c'est que tu es triste derrière. Alors que c'est plus complexe que ça, en fait. Ça dépend aussi de si tu es bien entouré, de C'est comment ça. tu réagis, de ton handicap surtout, parce qu'en fonction des handicaps, je pense qu'il y a certains handicaps qui font que dans ta tête, juste tout va bien tout le temps. Bah, en fait, Enfin, pas forcément tout le temps, mais enfin, je veux oui, dire, certes et puis au-delà de ça, en fait, je pense que, c'est juste que nous, les personnes handies, on est comme n'importe quel autre pan de la société. Bon, après, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par personne handie. Parce que, par exemple, si on voit sur le pan, personnes avec handicap psychique, bah, toutes les personnes dépressives sortent du lot, du coup, si tu fais une moyenne. Mais si tu fais une moyenne, en dehors de la question du handicap psychique, des personnes handies, oui, tu vas avoir des personnes handies tristes et des personnes handies, joyeuses, au même titre qu'en société, en fait. Et donc juste, c'est avoir une vision, je trouve très erronée du handicap de se dire que, bah, forcément, puisque la personne est handi, elle va pas avoir une vie heureuse et cetera et cetera. en fait, c'est surtout que c'est associé au handicap, alors qu'un banquier qui n'est pas handicapé peut aussi être dépressif, Bien sûr. enfin, ça Ah n'a mais rien à voir. absolument, absolument parce que le fait d'être heureux ou pas dans sa vie, c'est pas une question de comment est-ce que tu es, physiquement, même si ça peut impacter évidemment et que tu as certaines personnes qui peuvent avoir par exemple une dépression suite à un handicap qui survient. Mais ça va être lié plutôt à plein d'autres choses au niveau de ton environnement. Si tu es bien entouré, si, tu te sens bien aussi tout simplement, même là, c'est même pas une question d'environnement. Si oui, tu as tout ce qu'il te faut aussi. Bah, après, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont tout ce qu'il leur faut entre guillemets, mais qui se sentent pas bien, mais si tu as tout ce qu'il te faut et qu'à la fois tu te sens bien, bah, même si tu es handi, ça va. Et limite, c'est plus le validisme sociétal qui pourrait te miner ta santé mentale et te détruire, plutôt que ton handicap en soi, tu Mais vois? tu parles du valide, enfin, tout à l'heure aussi, tu en as parlé. Est-ce que tu peux en parler, enfin, qu'est-ce que c'est pour toi? Bah, le validisme, autrement appelé dans certains pays le capacitisme, c'est, une oppression systémique et en fait, c'est le fait que les personnes valides vont opprimer d'une manière ou d'une autre les personnes handies et ça peut être de mille et une manières. Ça peut être par le fait de, penser que les personnes handies sont inférieures, comme notamment, par exemple, le fait de penser que les personnes handies sont foncièrement teubées. Il y Il a y a des beaucoup gens de qui pensent ça? oui, beaucoup de gens. Pourtant, enfin, je veux dire, Mais il suffit juste de voir comment est-ce que les gens te parlent quand tu es handi. On va te parler comme ça et tu en mode peu importe ton handicap, enfin, je veux dire, si tu es en fauteuil roulant, oui, on ça me l'a ne beaucoup fait. OK. On me l'a beaucoup, beaucoup fait et j'ai vu plein d'autres témoignages comme ça où en fait on va te parler comme si tu étais un enfant, un bébé même. Mmh. Alors quand même déjà un enfant, juste tu lui parles comme ça, c'est humiliant, c'est rabaissant et c'est une autre oppression encore. Mais donc ouais, les gens vont avoir des idées préconçues sur le handicap et donc du coup, vont te, ouais, ça peut être de l'oppression comme ça, mais ça peut être aussi, des insultes. Ça peut être aussi, des moqueries. Ça peut être aussi de la violence physique, où des gens vont s'en prendre spécifiquement à des personnes, handies. Ça peut être aussi les discriminations en soi, donc discrimination au travail, discrimination, il y en a beaucoup, hein, de discrimination au travail ou même avec un handicap invisible. Tu peux être refusé parce que tu as une RQTH. C'est illégal normalement, mais pourtant en pratique, c'est Ouais. beaucoup fait et ça peut être aussi des discriminations, dans ta vie au quotidien. Ça peut être des discriminations aussi, à l'école. Ça peut être le fait aussi et ça, c'est une forme de validisme aussi, de pas rendre la société accessible. Donc pour les personnes, en fauteuil, on a besoin donc, par exemple, qu'il y ait pas de marche partout et cetera et constat, notamment à Paris, il y a des marches partout. Oui, Donc dans ça, les transports en commun et cetera. c'est ça, c'est une marque encore une fois du validisme. C'est la société qui est pas faite pour les personnes handies, qui est faite pour des personnes valides et par des personnes valides et qui exclut les personnes handies. On parle aussi, de l'absence de braille à certains endroits, on parle d'absence de traduction LSF quasi systématique. C'est quoi LSF? C'est, la langue, des signes française et en fait, il y a très peu d'événements qui sont systématiquement traduits en LSF et même la LSF, pendant longtemps, n'a pas été considérée comme une langue. C'est encore une fois, du validisme et c'est toutes ces choses-là qui, en fait, font que, ouais, les personnes handies ne sont pas exactement considérées comme une personne valide et sont mis à l'écart dans une société qui va favoriser la personne valide, va favoriser la personne qui rentre, en fait, dans le moule de la société, valide, en fait.
En fait, je pense le problème, c'est qu'on n'a pas de c'est même pas de la sensibilisation à faire. En fait, c'est juste, que tout le monde devrait avoir l'habitude de se dire: «OK, beh, enfin, on n'a pas tous de jambes, on n'a pas tous, de bras, on marche pas tous correctement». Par exemple, enfin, avant le podcast, on en discutait, c'est, par exemple, la construction des nouveaux immeubles, il y a plein de trucs où il y a des normes qui existent, mais qui ne sont pas appliquées et pourtant, la société enfin, légalement, la société a ouvert les yeux sur, le handicap et pourtant il y a plein de choses qui Mmh mh. restent encore, à faire. Bah, regarde la loi de 2005. On a manifesté donc au début de l'année pour, cette fameuse loi où en fait, quand elle est sortie il y a 20 ans, il y a eu un espoir populaire, chez les personnes handies de: «Enfin nos droits vont être respectés» et cetera. Regarde 20 ans après, tu as des enfants handis, un enfant sur 4 ne peut pas aller à l'école. Un enfant handi sur 4. Pas à cause du trans enfin, à cause de quoi? C'est pas en soi vraiment à cause du handicap, c'est parce qu'il y a pas bah si, c'est à cause du handicap, mais c'est parce que la société ne va pas rendre l'école accessible et que juste il y a pas assez de place aussi. Et regarde les 3 autres enfants handis qui vont pouvoir aller à l'école, tu as certains qui vont pas avoir leurs aménagements, tu as certains qui vont pas avoir d'AESH et puis on en parle du salaire des AESH qui est beaucoup trop bas et donc du coup, évidemment, salaire beaucoup trop bas, un grand turnover et bah, évidemment que, c'est des conditions de travail très compliquées. Ça, c'est les personnes qui aident du coup les, Oui, les AESH, c'est les personnes qui aident les enfants handis et donc du coup, tu en as pas assez, mais du coup, évidemment qu'avec leurs conditions de travail, tu en auras encore moins et du coup, tu vois, il y a pas eu de revalorisation, de ces métiers-là. Il y a pas eu, d'augmentation significative des personnes AESH. Il y a pas l tous les aménagements qui sont respectés. Certains sont simples comme aménagements, mais ils sont pas respectés, que ce soit en école primaire, même maternelle, au collège, au lycée ou à la fac. Et en fait, quand nos aménagements ne sont pas respectés, c'est pas un luxe nos aménagements. Ça nous permet de pouvoir être dans le système scolaire. Et en fait, tu as plein de personnes handies qui, de ce fait, comme les aménagements ne sont pas acceptés, ne sont pas appliqués dans les faits, ben en fait, elles sont obligées d'être sorties du système scolaire. Et in fine, sorties du système aussi en soi tout court, puisque on sait très bien que si t'as pas un minimum de bagages, genre le brevet, le bac, tu vas ramer fort en fait. oui et puis en plus, même si tu l'as, derrière tu auras Déjà, d'autres, tu rames conséquences. fort, Ouais. rien en les ayant, mais si tu les as pas, mais tu rames encore plus fort en fait. Et donc, oui, il faudrait, de la sensibilisation parce que certes, il y a les lois qui sont pas appliquées, mais il y a aussi au niveau sociétalement, les gens ne sont pas sensibilisés et si on en parlerait dès l'école que, les handicaps existent et que 80 des handicaps sont invisibles. Moi, du coup, mon handicap avec mon fauteuil, il est visible, mais tout le monde imagine que les handicapés, c'est les gens en fauteuil. Mais non, 80 des personnes handicapées ont un handicap invisible et tout ça, c'est des réalités qui sont pas imaginées, en fait, parce qu'on n'est pas sensibilisé dès l'école. Pour revenir donc, alors effectivement, tu dis que tu es en fauteuil roulant. Bon là, ça se voit pas parce qu'on t'a mis sur le fauteuil des invités. Effectivement, donc toi, tu as un fauteuil roulant. Est-ce que, c'est compliqué d'avoir accès au fauteuil roulant? Est-ce qu'il faut remplir des faut faire des Ouais. démarches? Oui? C'est compliqué. Même ça aussi, c'est une forme de validisme sociétal. Le fait que même pour nos aides, ce qu'on a besoin, basique, on est obligé de faire une tonne de paperasse. Ou en fait, même d'ailleurs, petite parenthèse, tu as plein de personnes handies qui n'arrivent pas à faire ces papiers-là et certaines se retrouvent sans droit à cause de ça. Et donc, même pour mon fauteuil manuel, il m'a fallu, bon, beaucoup moins de paperasse que pour le fauteuil électrique. Mais pour le fauteuil électrique, là, j'ai renvoyé un dossier parce qu'il a fallu que je fasse un deuxième dossier rien que pour le fauteuil, qui fait près de 200 pages 200 pages? pour un fauteuil électrique. Oui. Oui, puisque du coup, donc toi, tu as 2 fauteuils. Là, pour le moment, j'en ai un parce que, j'en avais 2 manuels, mais l'autre, il est mort. Voilà. Mais j'attends, mon fauteuil électrique et rien que pour ça, ouais, tu es obligé de faire des très gros dossiers. Quand tu auras ton fauteuil électrique, globalement, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Bah, ça va m'aider à diminuer le nombre de malaises post-effort parce que juste pousser le fauteuil manuel, ça peut me faire des malaises post-effort. Alors, je vais en avoir toujours, mais un peu moins et puis surtout, ça pourrait me permettre, par exemple, de pouvoir aller plus en cours. Parce que là, à l'heure actuelle, on mélange le fait que je dois faire des efforts pour pousser mon fauteuil, plus, le fait que les transports à Paris, c'est pas du tout adapté pour les personnes handies. En fait, c'est très, 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 très difficile d'aller en cours. Et donc du coup, ben, avec un fauteuil électrique, je pourrais aller un peu plus en cours et voilà, mener un peu plus une vie un peu plus normale. Est-ce que, tu sais pourquoi c'est aussi long? Enfin, pourquoi il y a 200 pages à remplir? Pourquoi il y a ci et ça? C'est un mélange de la bureaucratie française et le validisme parce que, ouais, il faut prouver le handicap. Regarde, tu as certaines personnes, handies qui ont des handis ou, des handicaps,
Mmh, c'est pas comme là où on parle de maladies orphelines, où on peut se dire: «Ouais, les gens connaissent pas trop et cetera» et on peut comprendre. Mais il y a des handicaps où, par exemple, si tu es handicapé suite à un accident, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut de plus, en fait, pour comprendre? Et ces personnes-là sont obligées de refaire des dossiers tous les 2, 3 ans ou tous les 5 ans, alors que juste, personne n'est paralysée il y a 5 ans, encore il y a 5 ans, dans 5 ans. Pareil pour les personnes aveugles, hein, tu as certaines qui sont obligées de refaire les dossiers, juste, faut un miracle, hein, entre les 2, hein, mais s'il y a pas eu de miracle, c'est le même résultat, hein, donc pourquoi refaire un dossier, exactement pareil? Je ne comprends pas l'intérêt, très clairement, mais donc ouais, il y a des choses, qui sont un peu mal faites dans le système. Bon, il y a un système quand même qui est pensé, c'est déjà bien certes, mais il y a des choses qui seraient vraiment grandement améliorées, oui. Et c'est sûr qu'il y a des pays qui sont encore moins, Mmh. avantageux. Mais justement, en faisant les recherches, comme tu dis, il y a des documents à remplir et on est tombé sur, du coup, la déclaration de handicap qui des fois doit se faire, tous les ans et comme tu dis, enfin, nous, on n'a pas compris en faisant les recherches, on était en mode: «Mais pourquoi?» Parce que comme tu dis, c'est des handicaps qui vont pas forcément disparaître, enfin, normalement, sauf s'il y a miracle. Mmh. Mais, c'est surtout, bah, vous avez d'autres chats à fouetter, je pense. Oui, bien sûr, on a d'autres chats à fouetter puisqu'on a la vie quotidienne déjà, comme un peu, monsieur, madame, tout le monde, mais il y a aussi la charge du handicap. Donc comme on est dans une société qui n'est pas adaptée, il y a des choses en plus à penser. Par exemple, quand je vais, par exemple, je vais à l'université, n'importe qui va, à ma place, juste prend les transports, point barre. S'il y a un détour, bon ben, tu prévenu sur l'application et cetera, parce que c'est juste, tu as tous les trains qui sont arrêtés. Pour nous, les personnes handies, tu peux avoir des ascenseurs en panne. On va pas te le dire tout de suite et après on va dire: «Bah non, débrouillez-vous par votre propre moyen», mais en fait, tu as pas le métro. Donc en fait, tu es obligé de prendre 2, 3, 4 bus en plus et en plus, tu dois penser et réfléchir de: «Est-ce que là, les trottoirs vont être accessibles?» Et donc ça te fait perdre encore plus de temps et cetera et ça tout le temps au quotidien, ça fait beaucoup de choses et puis en plus, quand, tu as un handicap qui est lié à des troubles de santé divers et variés, que ce soit, physique ou mental, bah, en fait, tu as toute la charge aussi de l'aspect médical où en fait ça, on en parle très peu de cette charge-là, mais programmer les rendez-vous, les traitements, les examens de biologie médicale, les examens d'imagerie et cetera. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie d'y aller, de le faire, de le planifier et du coup, ouais, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres chats à fouetter, heu et en fait, on doit quand même, faire ces tâches-là, en plus, administratives liées au handicap, où en effet, on doit déclarer, alors je sais pas si le papier que tu as vu, c'est le nouveau papier où, en plus du dossier MDPH, on demande à certaines personnes, c'est pas systématique, mais je sais pas trop sur quels critères, de renvoyer un papier où tu coches certains trucs, pour redéclarer ton handicap malgré que tu as fait le dossier MDPH. Mais déjà le dossier MDPH, c'est un gros morceau. Juste arrêtez de nous ajouter des dossiers, s'il vous plaît, vraiment et ouais, tu as toutes ces paperasses liées à la MDPH, mais en plus, quand tu as un handicap lié à des troubles de santé, t'as aussi la LD à renouveler. Alors attends, parce que du coup, on va peut-être préciser ce que c'est la M Eh oui, j'ai même pas toutes les lettres. MDPH, c'est Maison départementale des personnes handicapées. Donc c'est dans chaque département où, tu as un organisme qui gère nos droits, en gros, et qui va attribuer ou pas des droits. Et l'ALD, donc c'est, je crois que je l'ai pas, affection longue durée et donc du coup, ça te permet d'avoir une bonne partie de tes soins, remboursés à 100, voire tout selon, le ou les troubles que tu as et donc pareil, c'est renouvelé aussi régulièrement donc tu dis que tu as MDPH et ALD en même temps, plus tes autres papiers de la vie quotidienne et ta vie quotidienne, bah, tu es en mode, je coule sous le boulot. En fait, ta vie quotidienne, c'est remplir des papiers. Pas mal, oui. Mais, justement, avec ces papiers, avec tout ça, comme tu disais, en plus, tu as beaucoup de rendez-vous médicaux. Tu as dû en voir des infirmiers, des hôpitaux, des médecins. Est-ce que, tu trouves qu'eux, ils ont, peut-être la patience ou la formation adéquate pour, une personne qui, comme toi, a plusieurs handicaps, donc des fois, des maladies rares et cetera? Bon, en fait, ça dépend, alors il y a plusieurs choses, je pense, à prendre en compte. Il y a la première chose à prendre en compte, c'est la dégradation de l'hôpital public et avec le système de soins et donc du coup, tu te retrouves avec des infirmiers, des infirmières, des médecins qui sont de plus en plus chargés, qui en fait n'ont plus le temps. Même si elles voudraient le prendre, ils n'ont plus le temps
et donc du coup qui font que, il y a encore plus de prises en charge inadéquates et même, en dehors de tout ce qui est maladie chronique et en plus de ça, tu as d'autres problématiques ou qui sont plutôt liées aux maladies, orphelines ou rares ou les 2 parce que c'est pas forcément les 2 ensemble mais c'est un peu proche quand même comme problématique où, bah, bien évidemment, les médecins, certes, ils ont fait, 10 ans d'études, 11 ans d'études, mais ne peuvent pas tout savoir et Ça donc reste des humains. c'est ça reste des humains et donc du coup, elles peuvent passer à côté de certains trucs ou ne pas connaître certains trucs, devoir se former, vite fait face à un nouveau cas et cetera et donc du coup, oui, c'est pas toujours adapté. Entre les problèmes systémiques et les problématiques plutôt liées à la question des maladies, orphelines, rares ou complexes. Le mélange des 2, ça fait, que ta prise en charge peut être très moyenne, alors que, si au moins on pourrait travailler sur l'espace, améliorer les conditions de travail de, l'hôpital public et du système de santé plus large, ben, par ricochet, ça ferait que, ça améliorerait aussi un petit peu, l'autre côté, tu vois? Ouais, Mais surtout voilà. pardon de te couper, c'est surtout qu'en fait, les médecins et les infirmiers, ils le disent eux-mêmes, ils ont envie d'aider les gens. Juste, des fois, ils n'ont pas le temps, donc Oui. c'est compliqué. N'ont pas le temps, n'ont pas, Les les moyens. moyens aussi parce qu'il faut voir quand même dans certains hôpitaux, tu as même plus, il y a des besoins même en termes de matériel concret. En fait, il y a certains matériels qui manquent, qui ne sont pas là, en fait et donc ouais, le système de santé est vraiment en train de, s'effriter petit à petit et pas sans violence aussi pour eux. Parce que certes, nous les patients, patientes, on en subit beaucoup des violences systémiques et des violences de certains, médecins et infirmiers, infirmières qui sont excédés, qui n'en peuvent plus et qui craquent sur toi, très clairement, ça arrive. Mais elles eux aussi subissent en amont des violences et des violences extrêmes. Faut quand même pas oublier que tu as un interne qui suicide tous les je ne sais plus combien, mais bref, Trop. trop. Peut-être, un tous les 6 jours ou tous les 3 jours, bref, tu en as beaucoup et en fait, on ne parle pas de toutes ces réalités-là et déjà, ce sont des médecins qui sont même pas arrivés jusqu'au bout de leurs études et que déjà, on a complètement détruit parce qu'on va leur demander trop et ce qu'on demande trop aux internes, c'est vrai à tous les autres, soignants de l'hôpital public, en fait. Toi, pendant que tu faisais ton entretien avec notre équipe, tu as donné 2 devises. Donc on va faire, une devise par épisode et donc celle, qui se prête plus à cet épisode, c'est, «Je préfère mourir debout que vivre à genoux». Qu'est-ce que ça t'inspire? Pourquoi cette devise? Ben, en fait, c'est lié, au fait que, du coup, on n'en a pas plus parlé que ça je trouve, de l'impact de l'EM au quotidien. Mais du coup, avec, l'EM au quotidien, tu peux assez facilement être avec un quotidien qui est assez, réduit, dans le sens où, tu vas être privé de faire pas mal de choses et cetera et personnellement, en fait, ben, j'ai pas envie d'être limitée par quelque chose. Bien évidemment que dans la réalité des faits, il y a des moments où je suis limitée, surtout quand je me tape un gros malaise post-effort et donc si, là, je le sens, ma limitation, mais je vais pas en amont alors ça peut être un peu, critiquable, critiqué. Je vais pas en amont, me dire, «Bah non, je vais m'empêcher tel ou tel truc parce que je sais que je vais avoir un malaise post-effort derrière». Bon, tout le monde ne suivez pas mon exemple, hein, si vous avez une EM, parce que, ça peut vraiment aggraver durablement des symptômes. Mais je sais que personnellement, c'est un choix de faire les choses à fond, de vivre les choses à fond et donc, par exemple, là, j'ai voulu, faire un léger, échange, étudiant à l'étranger. Ça aurait pu faire un peu flipper de me dire, «Oui, mais et si ça se passe mal, vis-à-vis de mon état? Et si ça se passe mal avec mes traitements machin?» Et en fait, juste je me suis dit: «On tente». Oui, j'ai eu un gros malaise post-effort sur place. Ça a été assez violent, mais j'ai tenté et il y a plein de choses que comme ça, je veux pas trop me censurer en amont. Bon, parfois je prends trop de risques quand même, je sais, mais je veux pas me limiter en amont et je veux pas, être le cette personne handy un peu imaginée les handys juste, ils sont là dans leur canapé, ils peuvent rien faire et juste ils sont là en mode, voilà. Aujourd'hui, il se résume à être handicapé, quoi. C'est ça et moi je veux pas d'un quotidien comme ça et bon je vais pas trop développer pourquoi j'ai eu, un aspect de privation de liberté pendant, plusieurs années plus jeune. Mais donc
j'ai su qu'est-ce que c'était que de la privation de liberté. Et en fait, maintenant que je l'ai, cette liberté, je veux l'utiliser, je veux l'user. Et donc, oui, je milite, je voyage, je fais des échanges à l'étranger, où je prends des risques, j'étudie, et en même temps, je suis handi. Et alors? Et certes, bah, à certains moments, je paye cher, soit par ma post effort, soit parce que, par exemple, pour mes études, là, ça fait 5 ans que je suis dans le système universitaire. Je n'ai qu'une L1. Voilà, parce que, il y a des moments où, on va pas se mentir, où, entre les fois où tu t'évanouis juste avant un partiel ou juste avant un rattrapage, les fois où tu es hospitalisé en pleine période, d'examen, oui, certes, tu peux pas avancer et donc oui, ben, j'étudie, mais j'avance à rythme d'escargot, de limace ou de tortue, prenez l'image qui vous parle le mieux. Voilà, mais ouais, je veux pas non plus, totalement me priver parce que ouais, en fait, j'ai envie de Tu vis vivre, en une fait, tout vie normale, simplement. quoi. Et je trouve que c'est assez, c'est assez en fait, c'est assez triste qu'il y a pas plus, triste et déstabilisant, qu'il y a pas plus de représentation de personnes par exemple avec les handicaps que je cumule, on va prendre les 2 principaux, le TSA et l'EM. Je vois pas beaucoup de représentation de personnes avec le TSA et l'EM qui arrivent à, à faire des études ou quoi. Bref, à faire des trucs un petit peu risqués, mais pas trop non plus, parce qu'il faut pas non plus prendre trop de risques pour pas s'aggraver durablement, mais un peu quand même. Et, et ouais, à défaut de pas avoir ces représentations-là, peut-être ça pourrait me permettre d'éviter certaines bêtises quand même, et certaines erreurs, ben je tâtonne et juste, ben, j'ai Tu envie v d'essayer des trucs, de faire des trucs et tu vois là où ça te mène, en fait. c'est ça, c'est ça. Même, tu vois, au niveau du militantisme, ça a pu s'y prendre plus d'une fois que, bah, je milite malgré que je suis handi. J'ai même eu une fois, pendant un DAIN, donc le DAIN, c'est pas hyper connu. En France, ça a été importé, en France, par, les militantes, écolos qui ont pris ça du coup de mouvements plutôt anglo-saxons. En fait, de base, les DAIN qu'on a beaucoup vus en France, c'était pour dénoncer, des mesures, écocides. Et donc du coup, le principe, c'est tout le monde s'allonge par terre Mmh. pour bloquer, par exemple, où, Construction d'autoroutes. pas que, parce que, où je vivais avant en Bretagne, on avait bloqué le Monoprix, pour dénoncer, la traite humaine d'une des marques, je sais plus laquelle marque. Mais du coup, tu avais eu plein de lycéens, lycéennes qui s'étaient allongés pour bloquer, en fait. Et ça avait été une très bonne technique parce que pendant plusieurs heures, le Monoprix avait été bloqué, personne ne pouvait rentrer ou sortir. Et donc du coup, de base, ouais, c'était assez drastique comme mesure où juste tout le monde s'allonge et bloque tout. Maintenant, c'est importé de manière un peu plus soft et donc c'est notamment utilisé par les mouvements féministes ou enfantistes pour dénoncer les féminicides et les infanticides. Et donc une fois, j'avais fait un DAIN infanticide, donc où on était, plusieurs à s'allonger par terre, pour représenter tous les enfants qui ont été tués, sous les coups des adultes. Et tu une dame qui s'approche et qui me fait, «Le fauteuil, c'est pour faire joli, c'est pour faire déco?» C'est vraiment à vous. Je fais: «Bah, c'est à moi, sinon je retourne pas chez moi». Et il me fait: «Ah ouais, on peut être handicapé et militer?» J'étais en mode: «Oui, oui, C'est pas oui». incompatible, Mais il y a plein de gens, hein, qui pensent que c'est incompatible, hein, et qui sont un peu en mode, «Tu milites?» ou tu as des gens qui font en mode, «Oh waouh, tu milites malgré que tu es handi». En fait, bah, oui, j'ai la chance de pouvoir forcer et de pouvoir le faire, donc oui, je vais le faire. Voilà. Alors je l'ai pas vu, mais en fait, on a un commentaire, donc ça revient sur un sujet qui était il y a très longtemps en plus, donc sur le fait de remplir les papiers, tous les ans. Donc la personne dit: «Ça, c'est vraiment une dinguerie, le fait qu'il n'y ait pas de mention avis lors des déclarations du handicap. Le pire, c'est qu'ils coupent les allocations si tu déclares pas, alors que de toute évidence, la situation n'a pas changé». Alors je nuancerai un petit peu le propos. Parce que tu as certaines personnes handi qui arrivent à obtenir le avis, mais c'est pas du tout systématique. Et bon là, ils essayent un petit peu d'améliorer, notamment depuis, je sais plus quel mois de cette année, où tu as de plus en plus de mentions avis, mais en fait, tu peux avoir avis pour certaines choses. Par exemple, il y a un exemple, d'une TikTokeuse qui est handi et qui a plusieurs handicaps, qui a eu le avis pour la RQTH, mais C'est quoi le la RQTH? RQTH, c'est la reconnaissance travailleur handicapé. Tous ses autres droits, elle doit les renouveler dans 3 ans. Donc Voilà. elle a un handicap à vie, mais les autres, non. Ses autres droits, non.
Voilà. Et en fait, tu peux avoir ça où en fait, tu as certaines choses qui sont vraiment mentionnées à vie et tu as tout le reste à refaire quand même les mêmes dossiers. Et tu as certaines personnes handy qui peuvent vraiment avoir le à vie, mais c'est pas systématique, quoi. C'est pas assez systématique. Après, tu peux pas faire du 100% systématique parce que tu as des personnes handy qui sont pas handy à vie, hein, mais dans des situations où le handicap ne va pas s'améliorer et que juste ça se voit qu'il va pas s'améliorer et que c'est à vie, c'est un peu bête de refaire les dossiers au bout de 3 ans, au bout de 5 ans. Ça, je suis absolument d'accord, oui. Bah, merci pour le commentaire. Toi, tu es aussi une personne queer. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, être queer, c'est la version politisée des personnes LGBT. En gros, où en fait, tu peux être lesbienne, bi, gay, trans, non binaire, intersexe, et cetera, asexuel, aromantique, sans être forcément politisé. Donc ça, tu es LGBTQIA+. Et tu peux être politisé, et donc in fine, lutter contre les stéréotypes de genre, être contre, justement, ces injonctions sociétales attendues de, si tu es une fille, si tu es un garçon, et cetera, dans le couple, et cetera, très, cis hétéronormé. Et donc à partir du moment où, tu es contre, un truc très enfermant cis hétéronormé et que tu luttes contre tous ces stéréotypes de genre, bah là, tu es plutôt queer, du coup. Et donc le queer, c'est le fait d'être contre les injonctions de genre et même d'amour, et cetera. Et c'est être plutôt pour une vision libre de tout ça et ouais, être pour que tout le monde soit respecté, que tu sois cis ou que tu sois trans, que tu sois, het ou que tu sois, non het, donc pan, bi, et cetera. Oui, il y a plein de termes, Alors het, c'est hétéro, donc OK. en gros, c'est le couple le plus massif, par exemple, que tu as en France, homme-femme. OK. Et le fait d'être cis, c'est le fait d'être aligné avec ce qui t'a été assigné à la naissance. Donc à la OK. naissance, les médecins vont dire: «Ah tiens, c'est une petite fille» et tu vas rester vraiment petite fille, tu vas te sentir petite fille. Ça, tu cis. Si tu te sens pas petite fille et que tu te sens, non binaire ou, entre les 2 ou, ni fille ni garçon, que tu te sens garçon, bah là, du coup, tu es trans. OK. Parce que trans, c'est le fait de sortir de ce qui t'a été assigné à la naissance. Et du coup, ouais, le fait d'être queer, c'est, le fait d'être pour, nos droits tout simplement et que chacun puisse avoir le droit de vivre sa réalité, de, choisir aussi et de pas être ni violenté, ni harcelé, ni avoir des droits limités parce que tu vis en dehors du système cis hétéronormé, en fait. Et donc du coup, ouais, c'est être queer, c'est un peu un positionnement OK. de vie in fine. Et donc du coup, oui, je suis, queer, donc on dit queer et non binaire trans ou trans non binaire, ça fait peut-être un peu plus joli à entendre. Trans non binaire et après, je suis demi-aro, ACE et pan. Ça fait beaucoup. Alors on n'est pas obligé de se mettre Explique. toutes ces étiquettes, bien OK. évidemment. Moi perso, j'aime bien avoir les étiquettes parce que ça me permet de bien me positionner. Mais en fait, tu as le droit aussi de juste, ne pas te positionner du tout dans tout ça et juste te dire, «Bah, je m'en fous et je me sens bien comme ça» et on est pour aussi ça. Parce qu'en fait, il faut pas non plus s'enfermer dans des étiquettes, non plus et si tu as envie d'avoir toi-même l'étiquette et que tu te sens plus aligné en mentionnant, bah, en posant un nom sur ta réalité, bah, c'est OK. Mais si, tu veux pas des étiquettes, que tu veux être complètement libre de tout ça, bah, c'est tout à fait OK aussi. Mais du coup ouais, ça aussi, il y a pas beaucoup de représentation, handi-queer, je trouve. Mais déjà, je savais pas qu'il y avait autant de enfin, je suis peut-être un peu trop retardée moi dans mes connaissances, hein, mais moi je savais qu'il y avait tout ce qui était, enfin, mon queer, j'en avais entendu parler, mais je savais pas exactement ce que c'était. Non binaire, tout ça, OK, j'avais. Mais à un moment, tu as parlé de pan, de ACE et demi-aro. oui, voilà, c'est quoi ça? Alors, moi, je suis même pas tout à fait demi-aro, je suis plutôt grey aro. OK. Ça complique encore plus, c'est encore moins connu, grey aro. Alors le fait d'être pan, c'est, que tu t'en fous. Si tu veux un jour fonder un couple, tu t'en fous que ce soit homme, femme, autre. OK. Vraiment, tu t'en fous. C'est pas du tout un critère que tu regardes. Le fait d'être, grey aro, ça veut dire que tu as très peu de chances de tomber amoureux, amoureuse. Tu très bouche fine en gros. Bon, j'exagère un peu le truc et je le mets un peu, sous le spectre d'humour, mais on va dire tu très bouche fine entre guillemets
Et sinon, le fait d'être ACE, c'est que tu, rejettes, le SE, voilà. Il y a 2 lettres après. Ah J'ai OK, du mal pardon. avec ce mot. Bon, le fait d'avoir du mal avec le mot, c'est plutôt, lié à mon enfance, bref, je vais pas détailler. Mais du coup, le fait d'être, ACE, c'est tu peux être dans un rejet total de tout ça ou tu peux être dans un rejet partiel. Par exemple, l'accepter de manière mécanique si tu veux avoir des enfants. OK, Donc tu vas avoir oui. certaines personnes qui vont l'utiliser de manière mécanique pour avoir un enfant ou plusieurs enfants, mais que sinon tout le reste du temps, ACE. OK, donc est-ce que moi je peux dire le mot? Oui. OK. C'est juste pour expliquer, Oui, à oui, ceux qui oui. l'ont pas, donc du coup c'est asexuel, si je dis C'est pas de ça, oui, c'est bêtises? ça. OK, donc oui, donc il y a des personnes, qui c'est vraiment, non. Il y a Ouais. des personnes où, c'est comme tu dis, c'est, seulement bah, du coup, c'est, juste reproducteur. C'est ça, ou t'as d'autres personnes aussi où c'est un peu plus, parce que la sexualité, c'est un spectre aussi et donc t'as des personnes qui juste vont avoir, une vie SE plus réduite, mais ouais, ça dépend. Moi, c'est en mode, non. Ne me parlez pas de ça. Voilà. Après, de toute façon, même s'il y a plein de catégories, l'avantage, c'est que du coup, tout le monde peut être un peu, trouver sa place, en fait. C'est ça. En fait, moi, c'est comme ça que je le vois, le fait qu'il y a plein de noms posés sur tout ça, c'est plutôt l'aspect, ce qui me plaît, c'est l'aspect de dire parce qu'en fait, assez souvent, quand tu refuses toute forme de SE, on va dire: «Ouais, t'as un problème». Limite, t'es malade, entre guillemets et en fait, c'est de se dire: «Bah non, c'est pas de la maladie, en fait, c'est juste, bah, c'est pas ma tasse de thé. Ça me convient pas et ça me convient pas, point barre». C'est comme le fait d'être en couple, ben, quand j'étais, surtout, au lycée, puisque j'ai été déjà en couple 2 fois. Une fois où ça s'est très bien passé au collège et une fois où ça s'est très mal passé post-bac. Mais sinon, quand j'étais au lycée, j'avais pas envie d'avoir de petits copains, petites copines et plein de gens avaient envie et genre je me sentais bizarre et je me disais que j'avais un problème de pas avoir envie d'avoir de petits copains ou de petites copines À alors cause que de la c'est pression sociale. c'est ça, alors qu'en fait, c'est juste, bah, tu as le droit de pas avoir envie. Tu as le droit de pas avoir envie et de pas non plus te considérer comme aromantique ou gré aromantique ou demi-aromantique, mais tu as le droit aussi de, pas avoir envie d'avoir, de couple et kiffer l'étiquette. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens, enfin, je sais pas si tu as vu, mais on a fait un épisode, du coup, avec, bah, mon cousin qui, du coup, lui est, oh, je sais plus, il est gay, pardon. Et lui, par exemple, du coup, il est pas trop dans les étiquettes et c'est Mmh fou mh. de voir, qu'en fait, même en ayant des étiquettes, chacun Mmh. peut aussi juste ne pas avoir d'étiquette Bien et en sûr, fait, tout le monde en fait, l'avantage, c'est qu'il y a des étiquettes pour tout le monde parce que, du coup, quand tu sais pas, tu peux au moins te savoir ce que tu es bien sûr. et en même temps, tu peux aussi ne pas vouloir et juste vivre ta vie, comme bah, de toute façon, on est tous des humains sur la planète, comme j'aime bien le Mmh. dire et donc chacun trouve sa place. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut pas tomber dans aucun des 2 travers de étiquette systématique ou zéro étiquette. Parce que zéro étiquette, ça t'amène un peu à, justement tous ces sentiments de tu te sens un peu à la marge, tu te sens bizarre, tu te sens avec un problème et trop d'étiquettes, bah, ça prive de liberté et en fait, si on est contre le système cis hétéronormé, c'est pas pour en instaurer un autre systématique. En fait, pour moi, il faudrait qu'il y ait un espace complètement de choix. En fait, si tu as besoin de ce cadre étiquette, tu les prends, tu les vis. Et si tu vis ta life sans cette étiquette, bah, tu les prends pas et en fait, vis ta life. Et juste ce qui compte, c'est de pouvoir se sentir bien, se sentir aligné et tout. Et on n'a pas besoin d'avoir forcément des noms pour se sentir aligné. Je sais perso, dans mon vécu personnel, j'en ai eu besoin, notamment parce que notamment le fait d'être trans non binaire, beh, j'aurais pas su sans découvrir des personnes qui vraiment s'affichent avec ces étiquettes-là ou même toutes les autres étiquettes où en fait, j'ai pu savoir un peu, comment me positionner et ce que je suis grâce à ça. Mais c'est pas pour autant que, ça aide forcément tout le monde, tu vois? Moi, ça m'a aidé, mais ça va pas aider forcément tout le monde et c'est OK, en fait. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y ait pas trop de représentation justement, LGBT, et handicapés. Comment est-ce que tu penses que ça pourrait s'améliorer ça? Alors, la représentation, bah, si, en vrai, oui. Ce que j'allais dire la représentation, les représentations de chaque minorité séparément, c'est plus facile que, les intersectionnalités, mais en vrai,
Ça se résout par la même manière. Parce que tu vois, par exemple, pour les représentations, que ce soit les représentations queer ou LGBT, QIA+, ou les représentations handi, ou les représentations des personnes neuro, des personnes psychiatrisées, des personnes aussi... quelle autre minorité on pourrait mentionner? Les personnes précaires, les personnes trans, bref. Beaucoup. Voilà. Il y a plein, 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 plein de minorités qui sont pas suffisamment représentées. Et en fait, que ce soit de manière intersectionnelle ou que ce soit chacune de ces minorités-là, il faudrait déjà ouvrir les espaces. Parce que par exemple, quand on parle de l'audiovisuel français, alors je n'ai plus la source de ce chiffre, parce que je l'ai vu il y a très longtemps, mais en ce qui concerne par exemple les personnes handies, c'est que 1% de l'audiovisuel français. Ça comprend quoi? C'est Alors, 1%. C'est genre à la télé, les je crois que c'est personnages à la ou... fois télé et à la fois tout ce qui est YouTube et compagnie. Après, je sais plus exactement. Je n'ai plus Oui, la oui. source et je n'ai plus exactement le détaillé du truc, parce que ça fait longtemps que j'ai lu ce chiffre-là. Mais bref, ça reste extrêmement bas, 1%, en fait. Surtout que même si le chiffre, tu l'as pas exactement, c'est sûr que t'en vois pas souvent, en fait. C'est ça. Et en fait, c'est trop peu. Et j'ai pas du tout de chiffres pour les personnes queer ou LGBT. Et c'est pareil, t'as une représentation qui est assez basse. Et c'est vrai pour plein, plein, plein d'autres minorités, en fait. Et où, en fait, ouais, ouvrons les espaces à tous, toutes. C'est vrai même pour certains espaces pour les femmes. Parce que même si c'est 50% de la population, en gros, ça reste une minorité dans le sens où comment t'es traitée en tant que femme. Et tu as certains domaines, par exemple le domaine médical, je crois qu'on a un peu moins de 50% des femmes, des médecins pardon, qui sont femmes. Alors que la première médecin, c'est, il me semble, bon le chiffre est peut-être pas exactement précis, mais je crois que c'est 1848. On va me dire qu'il n'y a pas eu assez de temps là entre les deux. Quand même, depuis tout ce temps, on aurait pu avoir un espace plus ouvert aux médecins femmes. Et en fait, quand on regarde cet exemple particulier, par exemple, pourquoi on n'a pas plus de médecins femmes? Parce que on va relayer les filles plus souvent au statut d'infirmière. On va leur dire non, tu ferais mieux infirmière. Ou même quand elles sont en études de médecine, on va leur dire vous êtes infirmière? Faites des études pour être infirmière? Même quand tu viens de dire le mot je fais des études de médecine, en fait. Et il y a aussi cet aspect que les maths, qui sont un outil ni plus ni moins d'émancipation et même de pouvoir, sont beaucoup moins donnés aux filles. Quand tu dis maths, c'est vraiment la matière ou c'est un truc général? Général. La matière est plus générale. Donc quand je dis les maths, c'est à la fois les maths et la physique. Où en fait, dans le domaine des maths et de l'informatique, tu as 11% qui sont des femmes. Encore une fois, c'est trop peu de personnes. Et ouais, ça se voit même déjà à l'école où on va de manière beaucoup plus facilement orienter les filles vers du social ou vers du littéraire. À une fille, par exemple, qui a des bonnes notes, on va lui dire ah, tu ferais bien telle carrière. Certes, une belle carrière en social ou en littéraire, mais ça reste du social ou du littéraire. On va jamais ou presque jamais l'encourager vers quelque chose de plus matheux. Alors qu'un garçon, on va pas être frileux de lui dire bah, vas-y, fonce, fais des études de maths, de physique. Et c'est bien, hein, c'est très bien pour les garçons. Mais il faudrait juste qu'on donne la même possibilité aux filles à un niveau égal, en fait. Pour qu'in fine, on ait plus d'égalité. Il faut juste ajuster les curseurs, en fait. C'est ça. Ou en fait, je dis pas qu'il faut diminuer pour les garçons et augmenter pour les filles. C'est pas du tout mon discours. C'est il faut laisser comme ça pour les garçons. Parce que c'est très bien hein, qu'on dit à un petit garçon, vas-y, fonce, fais des études pour devenir, je sais pas, physicien, médecin, etc. C'est génial. Il faut garder ça. Mais c'est juste, il faut l'ajouter aussi aux petites filles. Parce que les petites filles aussi ont le droit de rêver et ont le droit aussi de se dire que meuf, t'as un bon niveau, tu déchires, vas-y. Vas-y, va plus loin et ose. Juste ose. Et c'est vrai aussi dans d'autres domaines. Je parle beaucoup du coup, médecin, mais c'est vrai aussi dans tout ce qui est, le fait d'être chef d'entreprise, par exemple. Ça va être beaucoup plus dur d'être chef d'entreprise quand t'es femme que quand t'es homme. Et meuf, si tu déchires, tu les capacités, mais vas-y, fonce! Il y a plein Tu de vois? domaines, par exemple, même dans le BTP, tout ça, Mais oui, c'est regarde les femmes grutières, comment elles sont stigmatisées, par exemple, alors qu'elles peuvent avoir un très, très bon niveau, et avoir autant de talent qu'un mec, en fait. c'est surtout qu'une fois que tu es aux commandes, bon, le levier, il s'en fiche que tu sois chromosome, enfin, quel chromosome tu sois, quoi. Mmh. Bah, c'est comme pour le handicap, il y a encore du chemin. Ah oui, il y a beaucoup de chemin. Il y a beaucoup de chemin. Mais ouais, du coup, pour les représentations, tout ça pour dire que pour les représentations, c'est un travail sociétal en amont. Que ce soit les représentations des femmes dans tous les métiers cités, juste là, que ce soit la représentation des personnes handies en société,
dans l'audiovisuel ou même dans le milieu du travail, il faut un travail en amont de déjà donnez-nous nos aménagements pour qu'on puisse aller jusqu'au bout, en fait, des études, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout aussi de nos métiers. Heu, Permettez-nous, en fait, qu'on puisse y aller, vraiment jusqu'au bout, en fait et il y a aussi, le certains obstacles à enlever, en fait, certains obstacles validistes, même, au recrutement et cetera, à l'embauche, qui sont à enlever de penser que: «Ah, personne Handy égale incapable». C'est plus compliqué que ça. C'est pas, Handy, égale incapable. C'est oui, tu vas avoir certaines limitations sur certaines choses, mais si tu postules à quelque part, c'est que, bon, tu le sens que tu peux être capable de ça, en fait et c'est vrai, ouais, pour toutes les minorités où il y a un travail sociétal forcément à faire dès qu'il y a une minorité qui est invisibilisée, en fait. En tout cas, on a appris beaucoup de choses avec toi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être venu. Pour aujourd'hui, du coup, on va clôturer ce podcast. Mais du coup, ne ratez pas le deuxième épisode de Yora Noémie, qui sera du coup dans quelques semaines. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera un podcast un peu plus sombre. Sensible. Ouais, c'est ça, sensible. Donc peut-être pas écouter en une seule fois aussi. Mais on tient à aussi parler des sujets sensibles parce que bah, tu as traversé des choses un peu beaucoup compliquées et ça peut peut-être aider des personnes qui sont dans cette situation à peut-être donner l'élan de s'en En sortir. parler, C'est ça. puis se dire aussi qu'on n'est pas seul. Parce que c'est surtout ça, je trouve, surtout pour un des sujets abordés, où tu peux te sentir seul face au groupe et te dire que en fait, malheureusement, ça arrive à d'autres personnes. T'es pas seul, c'est pas toi le problème et tu peux t'en sortir. Je pense que c'est surtout ça, conscientiser que bah, du coup, c'est pas normal. Donc, on abordera donc ces sujets qui seront un peu sensibles. N'hésitez pas à vous abonner pour pas le rater. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Comme j'ai dit, on a appris plein de choses. J'espère ne pas avoir fait de boulettes et d'avoir dit des choses un peu de mal à avoir dit les choses en tout cas. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner on a Instagram, TikTok, Twitch, YouTube. Je crois que c'est tout. Ah, les plateformes de streaming audio aussi, n'hésitez pas à nous écouter. On est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et très bonne soirée à vous. Au revoir.